au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, et pas des moindres, puisque c'est déjà la dernière de la saison, avant une petite pause estivale où j'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec Adrien. Comment vas-tu, Adrien ? Bonsoir à tous. Bonsoir Tom, ça va super. Écoute, très content de te retrouver pour cette dernière. Toi qui as pris les rênes de l'émission depuis maintenant deux éditions et tu le fais bien. Écoute, tu prends le relais et on est content d'être là pour cette dernière de la saison, ce 25 juillet. On a un beau programme et je suis sûr que tu vas nous présenter ça aux petits oignons. Merci beaucoup Adrien, merci et il est vrai que voilà, j'espère qu'on va faire une très très belle dernière émission en tout cas. Driss est également avec nous aussi ce soir. Comment vas-tu Driss pour cette dernière de la saison ? Ça va super, je pense qu'aujourd'hui on va boucler la boucle parce qu'on va faire du vélo et on l'a pas fait cette saison, donc très cool, très excité. Exactement, on va pouvoir finir par une petite page vélo avec l'actualité Tour de France, un peu de JO, on va parler de plein de choses, ça va être bien. Ouais, une très belle émission en perspective. Au programme ce soir, une première partie où nous parlerons de canoë-kayak, puis une deuxième partie où nous allons mettre en lumière le cyclisme sur route, et enfin nous terminerons avec les chroniques de Justine qui nous parlera de l'actualité sportive avec notamment le début des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas, où bien entendu Adrien et Driss apporteront leur expertise sur ce sujet. Comme je viens de le dire, nous allons commencer cette émission en parlant de la pratique du canoë et du kayak. Et pour cela, nous accueillons le président du club de Chambéry-Le Bourget canoë-kayak. Bonsoir, cher Nicolas Detève. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous. Comment allez-vous ? Ça va, ravi d'être ici aussi. Excellent. Alors, pour commencer, nous allons vous demander peut-être un petit historique de votre club. Alors, le club, il s'appelle CLBCK, Chambéry-Le Bourget canoë-kayak. Il a une histoire assez longue et qui date de 59. À l'origine, on était relié à la MJC de Chambéry. Donc, on avait nos locaux là-bas à Chambéry. Toujours en étant relié à la MJC, on s'est délocalisé au bord du lac sur la base nautique des Amis de la Jeunesse et des Sports pendant quelques dizaines d'années. Et ensuite, on s'est émancipé en 99. Donc, c'est vrai que le club, finalement, date uniquement de 99. Pour autant, les membres du club et l'histoire du club, nous on date plutôt l'origine en 59. Donc ça fait plus de 60 ans maintenant qu'on est actif sur le bassin chambérien. Ok, donc vraiment un club ancré dans le territoire savoyard du coup depuis de nombreuses années. Quel est votre rôle finalement au sein de votre club ? Du coup, nous, on est une association sportive loi 1901, à but non lucratif, et la première mission du club, ça va être de développer l'activité. Et après, dans l'idée de développer l'activité, il y a toutes les choses qui sont un petit peu annexes, donc préserver les zones de pratique, préserver le milieu, essayer de le faire connaître au plus grand nombre. Voilà en gros les missions du club. Donc finalement ça peut partir sur beaucoup d'actions, que ça soit au niveau de l'environnement ou au niveau de la pratique sportive ou la pratique de loisirs plutôt quoi. Ok, donc vraiment un club avec multifacettes entre guillemets, voilà, vraiment axé sur la pratique du sport, peut-être plutôt loisir, compétition, mais sans oublier forcément le milieu naturel avec votre terrain de jeu. Voilà, donc je trouve ça vraiment important. Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités avec différentes sections dans le club. En fait, il faut différencier. Il y a plusieurs facettes dans le club. Il y a une facette plutôt adhérent. Donc, on a une centaine de licenciés. Ça fluctue suivant les années. On peut monter à 150 ou descendre un petit peu en dessous de 100, là, suivant un petit peu les années. Donc, ça, c'est la partie adhérent qui est en activité. Été comme hiver, finalement, parce qu'il y a une activité tout au long de l'année. Et puis à côté de ça, on a
une action plutôt vers du grand public, que ce soit du scolaire ou du tourisme, où là l'activité elle est plutôt concentrée sur le printemps, l'été et début de l'automne, quoi, sur 6 mois de l'année. Et justement, le canoë-kayak, vous trouvez que c'est une discipline, enfin, en tout cas des disciplines qui attirent de plus en plus en termes de dynamique ces derniers temps. Comment est-ce que vous jugez un petit peu l'attrait de ce sport-là ? Ça reste un sport qui est assez confidentiel. Alors après, c'est vrai que la Fédé, elle a repris le stand-up paddle il y a pas longtemps, donc ça c'est une activité qui a bien le vent en poupe. Mais là, c'est plutôt sur le versant accueil du public. Après, sur l'activité club, adhérent du club, nous on est de plus en plus dynamique. On est plutôt un club qui est en expansion actuellement, donc effectivement, on a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'activités au quotidien, tous les jours, avec plusieurs salariés. Après, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation ? C'est pas si flagrant que ça, je dirais. Voilà, ça dépend un petit peu des années. Ok, ouais, vraiment, c'est très aléatoire pour le moment. Mais peut-être que voilà, ça va se évoluer au fil du temps. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? C'est ça, ouais, en développant différentes actions. Alors, si on sépare un petit peu les deux versants que je viens de donner là, sur les adhérents, on va avoir une pratique compétitive plutôt tournée vers le slalom. Donc ça, c'est la grosse activité du club. On a un salarié à plein temps là-dessus qui s'occupe uniquement de l'entraînement. Donc là, c'est vraiment quotidien avec un entraînement tous les jours et puis des stages à toutes les vacances. Actuellement, les jeunes sportifs du club, ils sont dans les pays de l'Est, par exemple. Ça fait 10 jours qu'ils sont sur les bassins internationaux dans les pays de l'Est. Donc ça, c'est un petit peu l'ADN du club. À côté de ça, on a une section kayak polo, pareil, sur une pratique un peu compétitive avec une équipe qui est en régional. On a une section loisirs, donc là c'est plutôt tourné sur du loisir au plat, petite eau vive, avec une section randonnée là qui est très active, qui établit un calendrier à l'année en fait, avec en gros une grande sortie par mois là où ils prennent les véhicules du club et ils se déplacent, et puis après au fil des jours et au fil des semaines, surtout à la belle saison, ils ont un espèce de groupe WhatsApp là où ils naviguent ensemble, enfin ils se regroupent pour pouvoir naviguer ensemble sur notre beau lac du Bourget. Donc ça c'est les 3 grandes sections du club. On a aussi un partenariat avec 4S qui est l'association, alors je sais pas si vous connaissez l'association qui s'occupe des cancers féminins sur Chambéry. Okay. Qui était à l'initiative de l'Odyssée au début, la marche contre le cancer. Donc nous on travaillait avec elle. On a acheté un Dragon Boat. Un Dragon Boat, c'est un gros bateau de 20 places avec un barreur devant et un tambour. Là, c'est très folklorique. Et l'idée, c'est de les accueillir toutes les semaines, voire l'année prochaine, a priori, même 2 fois par semaine, tous les 15 jours, pour les fédérer sur un projet. Par exemple, la première année, on est parti, donc on les a pris en début d'année, et petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, elles sont parties sur la Vogalonga, qui est un gros rassemblement à Venise, avec 32 km à parcourir. Donc voilà, il y a le bateau qui est parti sur la remorque, un bateau de 300 kg, 12 mètres de long, avec toutes les dames là, et elles ont vécu une première expérience de regroupement comme ça là. Et puis tous les ans, on essaye de mettre en place un projet là avec 4S où elles essayent la plupart du temps, elles essayent de fédérer un peu leurs activités. Elles ont de la marche, elles ont du yoga, elles ont plusieurs activités comme ça. Donc c'est l'idée de faire un projet un petit peu fédérateur sur toutes les activités sportives qu'elle propose, et nous on s'insère dans ce cadre-là. Ah, c'est super que vous puissiez faire ça à l'échelle locale avec des associations. Effectivement, c'est des beaux projets. Vous emmenez effectivement ces dames-là jusqu'à Venise, même pour certains événements. C'est super. Il y a ça, il y a l'environnement sur lequel je voulais revenir un petit peu. Si vous nous décriviez un petit peu, on va dire, ce lac du Bourget sur lequel vous exercez au quotidien, c'est quoi les défis auxquels notamment vous avez à faire face avec votre pratique? C'est le préserver au maximum. Donc c'est être un peu au contact de toutes les assos qui travaillent là-dessus, ou les syndicats qui travaillent là-dessus, que ce soit le conservatoire, le CISALB.
Et puis après, c'est de faire de la sensibilisation. Nous, avec donc là, c'est bien sûr avec nos adhérents. Hein. Nos adhérents, ils s'insèrent dans une formation. On appelle ça les pagaies couleurs, pagaies blanches, pagaies jaunes, pagaies vertes. Et sur cette formation pour les adhérents de pagaies couleurs, il y a 3 versants. Il y a la technique, la sécurité et un versant environnement. Donc plus on monte dans les pagaies, plus on va avoir des compétences accrues. Ça part de connaître un peu le cycle de l'eau pour les premières petites pagaies jusqu'à avoir un regard très précis sur la faune, la flore de notre environnement. Donc sur nos adhérents, ça passe par là. Et puis après, on essaye de travailler sur ce thème avec l'ensemble du public qu'on accueille. Notamment, on accueille quasiment une 50aine de classes, un peu moins, 45 classes entre le printemps et l'automne, en partenariat avec le département. Et là, c'est un plan qui est appelé plan nautique. Donc c'est plutôt des collégiens, 6e, 5e. Et sur cette journée-là où on les accueille, il y a une demi-journée, où on fait une activité tournée sur l'environnement. Et une demi-journée, on va aller sur l'eau, où on est plus sur l'activité nautique à part entière. Hein, donc le club a eu à cœur de s'insérer dans ce projet de manière très active. On a construit des séances environnement. On a 2 séances environnement clés en main qu'on peut proposer aux enseignants. Et du coup, c'est souvent les enseignants de SVT, mais ça peut être n'importe quel enseignant qui a une petite appétence là-dessus. Et il prend en main la séance. On a la fiche prof, la fiche élève. Et puis après, on a une séance, par exemple, où ils vont regarder un petit peu la faune qui est dans la rivière, les petits gamards, les petites espèces un peu comme ça. Et puis avec une clé de détermination, ils vont réussir à réfléchir sur la qualité de l'eau. Ça passe par des petites sensibilisations comme ça. Là, l'année dernière, on a attaqué l'année dernière, on s'est inscrit dans le cadre d'un appel à projet Impact 2024 en lien avec les Jeux Olympiques pour avoir une aide pour nous. On a le projet qu'on a monté, on l'a appelé Je pagaie pour ma planète. Donc l'idée, c'est d'aller chercher autour du club, pas très loin, à 5 km maximum sur les écoles primaires, pour avoir une activité en mobilité douce où on travaille avec le savoir rouler. Ils viennent en vélo. Donc on travaille avec l'agence Écomobilité pour que les CM1, CM2 aient 2-3 séances de formation vélo pour venir en toute sécurité au bord du lac. Après, ils font une première séance sur le lac où ils partent en dragon boat du coup, et nous on appelle ça la classe embarquée. Donc là, c'est un intervenant du CISALB, qui est le syndicat du bassin versant du lac du Bourget, qui fait une séance donc dans le dragon boat sur l'environnement, sur le lac du Bourget, sur la journée complète. Et puis après, il y a le savoir rouler et aussi le savoir pagayer. Donc on va aussi sur des séances où ils apprennent à pagayer avec des embarcations un petit peu plus individuelles. Donc voilà, et la boucle est bouclée. En fait, l'idée c'est de savoir rouler pour pouvoir aller sur le lac. Derrière, il y a un petit peu le savoir nager aussi qui est en sous-couche, parce que pour faire une activité nautique, il faut avoir le savoir nager, puis le savoir pagayer, et puis après essayer de réfléchir un petit peu à tout l'impact qu'on va pouvoir avoir quand on fait nos activités avec les jeunes CM1, CM2. On leur propose aussi une activité qui s'appelle la fresque du climat. Donc, en l'occurrence, là, c'est la fresque du climat junior avec un animateur qui va permettre de réfléchir à toutes les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un projet circulaire pour les éveiller un petit peu sur les enjeux environnementaux auxquels on est confronté actuellement. Bonjour Nicolas, j'avais une petite question. J'ai récemment revu les images du titre olympique de Tony Estanguet, parce qu'on est à quelques jours des JO. Et depuis 2012, du coup, à Londres, est-ce que vous n'avez pas un peu souffert d'un manque de popularité que justement Tony Estanguet a ajouté à votre sport? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça manque quelqu'un en France qui mette un peu plus le point sur ce sport? Et voilà,
Vous en pensez quoi? Alors j'entends très très loin du coup. Ah, excusez-moi. Autant le premier intervenant j'entendais très bien, autant là c'est beaucoup plus loin. Alors j'ai entendu, est-ce qu'on a souffert de l'aura de Tony Estanguet, c'est ça la Oui, question? qu'il ne soit plus au devant de la scène. On sait qu'il a un peu changé de rôle, il est un peu moins présent au niveau du canoë-kayak, qu'il organise pas mal les JO de 2024 à Paris. Donc est-ce que votre sport a souffert un peu du fait qu'il soit plus proche de ce sport? Ouais, là à mon niveau à Chambéry sur le club, je crois pas. On a surtout bénéficié de son aura et de sa popularité au moment de son 3e titre olympique. Après, est-ce que les derniers événements là sur l'organisation des Jeux a changé un petit peu l'attrait du canoë-kayak? Je suis pas sûr. Nous, le but du jeu, c'est d'être connu. Globalement, j'ai l'impression qu'on a une activité qui plaît. Enfin, moi, par ailleurs, dans mon métier, je fais découvrir le canoë-kayak, notamment sur l'eau vive, à beaucoup de monde. Et à chaque fois, c'est une activité qui est ingrate, qui est difficile, mais pour autant, elle plaît quasiment à 100%. Je fais souvent le parallèle avec le ski alpin où avant de descendre une piste rouge, il faut faire quelques efforts. Mais pour autant, les sensations de glisse, elles sont ludiques et elles plaisent quasiment à tout le monde. Après, sur Tony, à mon échelle, je vois pas. D'accord. J'ai pas l'impression. Je pensais qu'à l'image de Kylian Mbappé, au foot, il y a plus de personnes qui font du sport grâce à lui. Est-ce que Tony Estanguet, depuis qu'il ne soit plus là, il y a moins de personnes qui sont inspirées en France, quoi. Ouais, alors je suis désolé, c'est vraiment compliqué. Il faut que je décrypte ce qui se dit. Je suis désolé. Le son est très mauvais sur ce micro. Non, écoutez, il disait simplement qu'il n'y a pas forcément de tête d'affiche qui mettent en lumière ce sport depuis le départ d'un grand champion comme Tony Estanguet. Mais sinon, à part ça, on va peut-être aussi revenir un peu sur ce que vous prévoyez comme projet d'avenir pour le club. On sait que là, vous nous avez raconté énormément d'initiatives et de projets que vous mettez en place à plein d'échelles et à plein de niveaux pour tout type de public. Donc c'est génial. Mais est-ce qu'il y a encore des choses que vous aimeriez développer au sein du club ? Ah oui, ça c'est perpétuel, ouais. Le club actuellement, il est très dynamique sur le côté loisir. Sur le côté sportif, il est très performant. On avait 2 athlètes au championnat du monde U18 là, dont un qui est passé pas loin du podium, qui a fait 4e en K-cross là en moins de 18 ans. Mais nos sportifs actuels, en fait, ils sont en train de grandir et on a le défi qu'on a actuellement, c'est la relève en fait pour recruter des nouveaux jeunes. Et on est donc il y a ce premier défi là qui va être important et on est aussi à un tournant parce que notre entraîneur qui a entraîné tous nos jeunes jusqu'ici, il est tellement performant qu'il a été recruté sur un pôle espoir. Donc il part l'année prochaine sur un pôle espoir. Nos jeunes sont aussi très performants, donc quasiment tous nos jeunes partent sur des pôles espoirs ou sur des sections sportives ailleurs que sur Chambéry, parce qu'on avait une section sportive on était dans la classe aménagée au lycée Louis Armand, qui permettait de bénéficier d'horaires aménagés pour qu'ils puissent s'entraîner au quotidien. Donc tout ça, c'est l'appel d'air entre le permanent du club qui part sur le pôle, nos 2-3 athlètes qui partent aussi sur un pôle, soit à Oyonnax, soit à Pau, sur les grands sites, les grandes structures d'entraînement en France. Finalement, ça nous déshabille de notre section lycée. Donc là, l'enjeu du prochain permanent qui arrive, là, qu'on a recruté, qui a beaucoup d'expérience, c'est de repartir sur une nouvelle génération. Et pour réussir à relever ce défi, pour l'instant, c'est du travail en dessous de table, on va dire. On travaille avec l'éducation nationale pour pouvoir s'insérer sur une section sportive collège et repartir un petit peu à la base avec le collège. Donc les espoirs, un peu, c'est le projet Je pagaie pour ma planète, avec cette petite formation sur les écoles du coin du Bourget-du-Lac. Puis, si c'est CM1, CM2, c'est une activité qui leur plaît, basculer sur la carte scolaire, donc plutôt sur la mode Scarvelex, avec
la création donc le projet c'est 2025, septembre 2025 d'une section sportive, et réussir à remonter une nouvelle structure d'entraînement plutôt à l'échelle du collège pour pouvoir remonter une nouvelle génération de jeunes. Voilà, et laisser vivre nos jeunes U18, U23 là qui sont en train de monter sur la scène internationale. Très bien. Et on voit que vous avez énormément de champs d'action, pardon. Comment concrètement vous détectez les jeunes, que ça soit de l'école de compétition, de la section lycée ou encore de la section universitaire finalement? Comment finalement le protocole se passe? Alors la détection, elle se fait naturellement finalement. On prend un petit peu tout le monde, hein, et après ça vient progressivement en fait d'une pratique, on va dire une fois par semaine au début le mercredi, puis après le mercredi et le samedi, puis après une fois dans la semaine le mercredi et le samedi, puis des stages toutes les vacances, et au final crescendo les appétences en fait se créent. Et après, les jeunes montent en compétences. Et après qu'on ait un athlète plutôt typé National 3 ou un athlète plutôt typé international, notre cœur de métier, c'est de les amener à la compétition. Après qu'il y ait des résultats ou pas, voilà, l'école de la vie, c'est la compète. Après qu'il y ait des résultats très glorieux ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est d'apprendre des choses. Ouais, exactement. Donc on fait pas spécialement on cherche pas à recruter spécialement des profils hyper sportifs, hyper aguerris. Ce qui compte, c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils évoluent dans la discipline. Exactement, ouais. Bah ça fait partie des valeurs olympiques, hein. C'est le sport, la compète, ça fait partie d'un tout et ça permet de développer les personnes à plein de niveaux. Vous parliez tout à l'heure de vos athlètes qui étaient actuellement en stage un peu à l'étranger pour se préparer. Quelles sont un peu les compétitions, les rendez-vous qui attendent vos équipes dans les semaines et les mois qui viennent? Alors là, c'est une année particulière vu qu'il y a les Jeux Olympiques. Du coup, le calendrier fédéral a été chamboulé. Bouleversé parce qu'en fait vu qu'il y a les Jeux, il y a aucune compétition possible en France là sur cette période-là, et c'est la période où normalement on a les championnats de France en fait début juillet là. Et donc là cette année les championnats de France sont reportés en fait à la Toussaint au mois d'octobre sur le bassin olympique d'ailleurs à Vers-sur-Marne. Ok. Donc là, la prochaine échéance, finalement, là cet été, ils profitent des conditions estivales pour s'entraîner au maximum. Et la prochaine grosse échéance, c'est les championnats de France pour les U18 et U23 à la Toussaint, à Vers-sur-Marne, sur le bassin olympique justement. Il y a le temps de voir venir. Et ça va vite être là, ça va quand même vite être là. Ce qui est rigolo cette année, c'est que la trêve estivale est aussi longue que la trêve hivernale. Voilà, il y a 170 jours de trêve entre la dernière compétition là qui a eu lieu au mois de juin et celle qui aura lieu en octobre. Et voilà, c'est aussi grand. La trêve est aussi longue d'un côté que de l'autre. Voilà, ce qui est pas fréquent. Et concrètement, lors de vos entraînements, à quoi ressemble un axe de travail spécifique ou peut-être d'endurance ou autre? Quels sont vos points à travailler? Alors, il y a deux versants. Il y a forcément le versant un peu qualité physique. Donc, il y a un entraînement un petit peu sur les qualités physiques. Après, ce qui fait la grosse différence, en slalom en tout cas, ce qui est notre cœur de métier, c'est vraiment le ressenti de l'eau et le feeling. Et donc c'est la technique, c'est la glisse du bateau. Et quand on regarde un peu les profils, on parlait de Tony. Tony, il est pas musclé outre mesure. Il a un profil, on va dire, plutôt normal. Et voilà, les athlètes olympiques en slalom, c'est pas des monstres de muscu, c'est pas des monstres de muscles, c'est plus un feeling, un toucher d'eau. Donc il y a beaucoup de séances qui sont techniques finalement, où on va essayer de sentir la glisse du bateau pour avoir un bateau qui avance toujours. Donc ça c'est un gros axe. Et puis après il y a beaucoup de travail sur du repérage, sur une compétition.
on ne voit pas, on peut pas essayer le parcours. C'est un parcours qui est tracé. On a le droit de naviguer sur le site, mais par contre le parcours on le découvre la veille ou le matin. Et donc on voit des ouvreurs qui naviguent sur le parcours, mais par contre il y a toute une phase d'analyse en fait, de trajectoire, de placement des appuis. Et donc ça va être un axe de travail aussi, être capable de mémoriser, de prendre des repères, de savoir les points clés, d'apprendre tout ça, de choisir ses options, des options très rapides mais un peu engagées où on prend des risques, ou des options un petit peu plus sûres, on prend moins de risques mais qui sont un peu moins rapides. Donc il y a tout un côté analyse stratégique en dehors du bateau en fait qui va aussi être travaillé pendant les séances. Très bien, très bien. Et écoutez, voilà, on a vraiment découvert cette discipline. Je sais pas ce que tu en as pensé, Adrien. Ouais, écoutez, merci à vous, Nicolas. Franchement, on a pu faire un super tour, en tout cas de votre club, de ce que vous proposez, et puis de la discipline canoë-kayak. Franchement, encore une fois, bravo à vous pour tout ce que vous mettez en place au quotidien et tout ce qui est encore à venir. C'est vraiment des superbes initiatives et content qu'on puisse retrouver ce genre de choses mis en place, en tout cas à l'échelle locale, dans des clubs dynamiques comme le vôtre. Ouais, et si je peux rajouter juste un petit truc, parce qu'il y a un versant qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le côté accueil du grand public. Et là, on bat la pleine saison estivale. Ouais, effectivement. Donc, à côté de ça, pour pouvoir payer nos salariés, on a développé depuis quelques années une activité estivale avec de la location et aussi de l'encadrement sur cette période-là avec des centres de loisirs. Et donc nous, notre location, elle est ouverte là en ce moment. On peut réserver en ligne. On a un logiciel de réservation en ligne qui regarde un petit peu les embarcations qui sont libres. Et ça fait l'occasion de partir du club, descendre la Lesse. C'est un des avantages qu'on a, c'est qu'on va pouvoir descendre un petit peu la Lesse et voir les berges de la rivière pour arriver et s'en mettre plein la vue en arrivant sur le lac et découvrir le lac du Bourget sur différents supports, que ce soit du kayak, du paddle. En simple place, monoplace, avec des bateaux qui glissent pour aller loin ou des bateaux plus ludiques pour pouvoir sauter dans l'eau. Voilà, on est ouvert et là c'est l'activité du moment pour les 2 saisonniers qu'on a au club. Et voilà, on sait ce qu'on va conseiller maintenant à nos auditeurs pour leurs après-midi d'été sur cette fin de mois de juillet et puis tout le mois d'août. Vous savez quoi faire. En tout cas, rendez-vous au club du Bourget de canoë-kayak. Et puis, en tout cas, franchement, merci beaucoup. Superbes explications et super moment passé en votre compagnie. Et merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Merci au revoir. Beaucoup, Nicolas. Nous allons terminer cette première partie, voilà, donc avec du canoë-kayak, et donc nous lançons une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 partez. Après une première partie canoë-kayak, nous poursuivons l'émission avec notre deuxième sujet du soir où nous allons mettre en lumière le cyclisme sur route. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir en personne Julia Aubry, qui est cycliste professionnelle chez Winspace Women Cycling Team. Bonsoir, chère Julia. Comment tu vas ? Bonsoir, merci, ça va super. Merci de m'accueillir pour parler un peu du sport féminin, c'est cool. Ravi de t'avoir avec nous sur le plateau ce soir. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours ? Ouais, alors déjà je suis cycliste professionnelle donc chez Winspace. Je suis licenciée au club de Chambéry, donc qui est là dans la région. Ça fait 5 ans que je fais du vélo. Avant, je faisais du ski de fond à haut niveau. Donc voilà, c'est un parcours qui a bien évolué. D'être professionnel maintenant, c'est un chemin qui est assez rapide, donc c'est cool. À côté de ça, je suis encore étudiante. Je concilie les deux. J'ai fait une licence de droit et maintenant je suis en école de management, en master. Donc je fais tout à distance pour pouvoir concilier un peu le vélo et mes études. C'est pas facile de faire ça tous les jours, mais je m'en sors. Oui, j'imagine un chouette projet, pour autant qui demande beaucoup de sacrifices. C'est ça, exactement. Faut que je pense à gérer bien mon temps, m'organiser. J'ai beaucoup de déplacements avec l'équipe. Donc toute l'année en fait. Ça commence du mois de janvier, on finit la saison fin octobre, donc c'est une grosse saison. Et puis j'ai les cours en même temps. Une petite pause l'été d'1 mois pour les cours. Ok, assez dense donc.
Et raconte-nous un petit peu à quel moment est-ce que tu t'es dit je me lancerai bien, je passerai bien pro et je ferai bien de ce sport, je me mettrai bien ce sport une place un petit peu plus importante dans ma vie. Bah déjà, du coup, je faisais du ski de fond. J'avais l'impression que c'était un peu fermé. J'étais arrivée au bout. J'ai commencé le vélo. J'ai assez vite gravi les échelons, donc j'ai directement commencé au niveau national. Et puis l'année dernière, j'étais leader du classement général français, donc j'étais la meilleure amatrice. Donc c'était un peu la suite logique de mon parcours, de passer de professionnel. J'ai été contactée par une équipe. Donc c'est une équipe continentale qui est en France. Donc je reste en France. On a des bonnes garanties. Et puis voilà, maintenant c'est mon boulot. C'est une bonne première expérience. Et concrètement, comment s'organisent aujourd'hui tes journées entre tes études et tes entraînements ? Alors là, je suis en vacances. Le vélo, il n'y a jamais de vacances. Mais en fait, quand j'ai cours, moi, je me lève le matin assez tôt comme tout le monde. C'est pour avoir le temps de faire tout dans ma journée. Je commence par une séance souvent de renforcement pour se réveiller un peu avant l'entraînement. Ou sinon, je vais à la salle de musculation, à Postural Training. Donc, c'est une salle où je fais un peu de la préparation physique avec un entraîneur. Après ça, je vais à l'entraînement. Donc, je m'entraîne jamais moins de 2 heures par jour. En moyenne, c'est bien 3 heures par jour, minimum, plus 1 heure de muscu. Donc voilà, ça me fait des semaines à une bonne vingtaine d'heures, plus 2 heures de musculation. Pour les semaines moyennes, en stage, on monte jusqu'à 30 heures. Et puis l'après-midi, quand je rentre, le temps de manger, j'ouvre un peu mes cours. J'ai des cours aussi en ligne. Après, je fais un peu de récupération. Et puis le soir, je rouvre mes cours. J'avance le travail que j'ai à faire. J'ai beaucoup de travaux de groupe à faire. Donc voilà, je m'organise un peu comme je veux. Mais les entraînements, il faut qu'ils soient faits. Et oui, bien sûr, pour performer, il y a pas de secret. Tu as vécu une saison 2023 assez folle en parlant poliment. Ça a été un tremplin clairement dans ta carrière. Tu peux nous en dire plus ? Comment tu l'as vécu ? Comment ça s'est déroulé ? Ouais, c'est vrai que ça a un peu tout bouleversé parce que 2 ans avant, je finissais à peine une Coupe de France et l'année d'après, je me trouve leader du classement et c'est moi qui avais la pancarte rose dans le dos. Donc, quand j'allais sur une course, j'y allais clairement pour gagner. Puis c'était pas des petites courses du coin, donc j'ai aussi participé à plusieurs courses internationales. Après, le calendrier était assez léger. On avait 9 manches de Coupe de France. Dès que j'allais sur une manche, il fallait que je marque le plus de points possible pour assurer mon classement général. J'ai remporté une course et puis je finissais toujours dans le top 10. Donc voilà. Je voulais revenir sur la transition de tes 2 sports là. C'est quoi que tu as trouvé dans le cyclisme que tu n'avais pas au final dans le ski de fond ? J'imagine qu'il y a de la continuité dans un sport d'endurance quand même. Donc, ouais, ça reste de sport d'endurance. Après, le cyclisme sur route, c'est beaucoup plus professionnel. Même déjà quand j'étais au niveau amateur, donc dans la division nationale de Chambéry, on est pris en charge par exemple au niveau du matériel, au niveau des frais le week-end en déplacement. Donc en fait, toute notre saison est prise en charge avec les entraîneurs. Alors qu'en ski de fond, il n'y a pas tout ce côté-là. En fait, c'est un peu de la débrouille. Puis après, il y a aussi les conditions météorologiques. Ces derniers temps, il y a de moins en moins de neige. Donc c'est très compliqué de pratiquer. Ça devient compliqué de pratiquer ce sport. Les saisons étaient plus courtes, j'imagine. Ouais, c'est des saisons beaucoup plus courtes. On commence à les mi-décembre et puis on finit début avril. Donc ça fait 4 petits mois. Et du coup, dans le cyclisme, t'as des routes fermées souvent lors des compétitions ? Ça se passe comment ? Alors à partir du niveau national, les routes sont complètement fermées. Sinon, ça serait beaucoup trop dangereux. Parfois, elles sont partiellement fermées, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une moto ouvreuse qui enlève les voitures devant nous. Donc, les motos remontent dans le peloton. Il y a beaucoup de tension à ce moment-là. Parce que c'est des courses en ligne. Nos courses font environ, au niveau international, 140 km. Donc, ils peuvent pas fermer tout le temps 140 km de course. Il y a quelques parties où il y a des voitures. Et quand on arrive sur le circuit, par contre, à ce moment-là, tout est fermé avec des barrières. D'accord. Bon, tu lâches pas forcément l'école et les montagnes en passant dans le vélo. Tu retrouves quand même un petit peu tout ça. J'imagine en tout cas que tu as des objectifs assez importants. Maintenant que tu t'es lancé, qu'est-ce qui te fait envie actuellement ? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme palier ou alors comme type d'événement auquel tu pourrais participer à l'avenir ? C'est sûr que le Tour de France, ça serait le Graal. Après, il y a 3 grands tours, on va dire le Giro, la Vuelta. Cette année, l'équipe était présente sur la Vuelta. Moi, c'est ma première saison, donc ils ont pris des filles qui sont un peu plus expérimentées à ce niveau-là, qui avaient déjà fait le Tour de France, parce que notre équipe a participé à la première édition du Tour en 2022. Moi, j'ai déjà fait, par contre, cette saison, j'ai fait Paris-Roubaix, donc c'est une course vraiment mythique dans le cyclisme. Quand on parle de vélo, les gens ils connaissent le Tour et Paris-Roubaix.
Voilà, moi ce qui me motive, c'est un peu ces grosses courses. Après, on a déjà un beau programme de courses. Déjà, moi pour une première saison, j'ai fait le Tour du Pays Basque. Donc c'est déjà des grosses courses internationales, c'est des World Tours. En fin de saison, on risque d'aller courir en Chine. Donc c'est aussi une World Tour. Et voilà, c'est des courses qui sont motivantes, qui sont stimulantes et qui donnent envie d'aller s'entraîner, de se lever le matin, quoi. Super, bah ouais. Et en termes de type de format, tu préfères plutôt les courses d'un jour, les courses à étapes? Et explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça fait comme différence, surtout pour toi en tant que cycliste. Ouais, moi je préfère plutôt les courses à étapes. Voilà, les courses où on a 3 à 5 jours de course. Bon, il faut gérer plusieurs paramètres sur des courses comme ça parce que c'est des courses qui sont longues, comme je disais, à peu près 140 km, donc minimum 3h30 de course. Donc voilà, il faut repartir le lendemain. Souvent, on a aussi des transitions avec les hôtels, 2 heures de route, le soir, 1 heure le matin. Donc voilà, c'est beaucoup de fatigue engendrée, malgré qu'on soit super bien encadré. Et du coup, ce qui change sur des courses comme ça, c'est que c'est des courses complètement différentes. D'une course d'un jour, c'est la forme du moment qui peut parler. Sur une course à étapes, voilà, on peut s'exprimer sur une autre étape. Il y a des étapes différentes en fonction des parcours. Il y a des étapes plus vallonnées. Parfois, on a aussi des chronos. Donc, les chronos, c'est des étapes plus courtes. Souvent, chez les femmes, on fait 25 km. Donc, voilà, c'est un autre vélo. C'est aussi un autre outil de travail. Donc, voilà, ça varie beaucoup dans les formats et puis dans tout ce qui gravite autour. Tu nous as parlé de chrono. On sait qu'il y a pas mal une course à l'armement au niveau de tous ces vélos un peu plus lourds. Il y a aussi une posture à travailler. Est-ce que toi, tu t'entraînes par rapport à ça pour avoir une meilleure posture aussi aérodynamique, etc. Ouais, après, moi, je suis pas une pure spécialiste du chrono. Les purs spécialistes, ils travaillent en soufflerie, ils travaillent sur les vélodromes. Voilà, c'est vraiment des coureurs aussi qui sont typés pour le chrono. Moi, je suis plutôt une coureuse un peu passe-partout, qui aime les parcours un peu vallonnés. Mais on fait aussi du chrono, là par exemple dans 2 jours. Donc j'ai une course, c'est le Tour de Charente-Maritime. Il y aura un chrono qui fait 10 km, qui est pas trop technique. Donc c'est vrai que pour des chronos comme ça, il y a moins besoin de travail, mais on travaille quand même. Il y a 2 jours, je suis allée m'entraîner au bord du lac là avec mon chrono. Donc voilà, on a des roues aussi spécifiques. Tout le matériel en fait est spécifique. Et puis ça permet de diversifier un peu notre pratique, s'entraîner autrement. Donc voilà. Et concrètement, chaque entraînement est clairement différent. Comment tu t'organises dans la semaine? Comment peut-être ton coach diffuse tes entraînements en fonction de la course à préparer? Ouais, en fait, du coup, on a tout un entraîneur qui est personnel. Donc, à notre niveau, on est obligé d'être très souvent en lien avec lui. Tous les jours, il y a des échanges de messages, des appels pour gérer l'état de forme, les maladies qui peuvent rentrer en compte, puis aussi tous les déplacements auxquels on doit participer pour aller sur nos compétitions. Du coup, notre saison s'étale du mois de... Moi, mes premières courses ont commencé début janvier. On va finir fin octobre. Donc, sur toute cette période, après, on va avoir deux petites semaines un peu plus tranquilles. Puis après, on repartira déjà pour la saison d'après, parce que le mois de janvier arrive vite. Et du coup, notre entraîneur, on travaille sur une plateforme où on a tous les jours un entraînement qui est bien diversifié, mais aussi bien expliqué, avec des changements d'allure, des parcours différents en fonction des courses qui arrivent. On fait souvent des blocs de 3 semaines avec une semaine un peu plus tranquille. Donc voilà, on gère ça par rapport aux compétitions qui arrivent, et aux événements. Et voilà, c'est l'entraîneur qui gère. Et puis on est obligé de lui donner un peu notre ressenti pour évoluer ensemble. Bah ouais. Et comme maintenant tu es passé professionnel, j'imagine que à l'échelle amateur tu roulais un petit peu pour toi, mais maintenant que tu es dans un team, il y a tout un aspect jeu d'équipe qui rentre en compte. Comment est-ce que ça tu l'as appris? Comment est-ce que ça se développe? Parle-nous un petit peu des stratégies qui sont mises en place à ton niveau pour les courses. Ouais, c'est sûr que maintenant, du coup, c'est mon boulot, donc on doit aussi rendre des comptes, comme tout le monde. Donc, on a un directeur sportif qui nous donne les instructions avant une course. On fait souvent le briefing le soir ou le matin, ça dépend si on a le temps. On a une stratégie avant chaque course, donc on doit la respecter au maximum. Il y a une leader, c'est pas toujours la même toute la saison. Ça va changer en fonction des parcours, en fonction de l'état de forme des filles, des mentalités. Les stratégies, elles peuvent varier. On peut nous demander d'aller dans les échappées, d'attaquer, d'aider la leader dans le final, ou d'aider une sprinteuse, ou sinon d'aller jouer des grimpeurs, des meilleurs grimpeurs, des classements des classements à points, des sprints pendant une course.
Donc voilà, on doit bien suivre ces instructions et puis c'est comme ça qu'on va chercher des beaux résultats en équipe. Et c'est finalement parfois peut-être frustrant de se dire que l'état de forme du jour est peut-être au top, mais que finalement les consignes sont clairement de ne pas prendre l'échappée ou de ne pas jouer devant, mais plutôt de travailler dans l'ombre pour ses coéquipières. Ouais, c'est sûr. Puis des fois même on a une fille à l'avant, puis nous on peut pas y aller parce qu'il y a une fille devant. Voilà, notre rôle du coup c'est de la soutenir, de l'épauler en restant dans le peloton. Et des fois c'est frustrant, mais c'est comme ça le vélo et ça reste un sport d'équipe. Et puis on a d'autres journées où on peut s'exprimer. Par exemple, un chrono, c'est complètement individuel. Donc voilà, notre tour viendra aussi. Il faudra savoir saisir l'opportunité. Oui, travail d'équipe avant tout, notamment avec cet esprit de team qui renforce davantage tout ça. Concrètement, comment vous étudiez les étapes avant les courses ? Peut-être par de la vidéo, reco ? Il y a des applications en fait qui nous permettent de regarder un peu. On a le parcours aussi sur notre compteur, donc on sait quand il va y avoir une intersection, etc. On a aussi les oreillettes sur toutes les courses internationales. Donc avec l'oreillette, on pourrait pas faire la course les yeux fermés, mais on a beaucoup d'instructions même sur les ronds-points, sur tout ce qui peut arriver, l'immobilier des infrastructures. Et puis, notre directeur sportif, du coup, nous envoie dans la semaine avant la course le guide technique. Donc là, on peut travailler un peu de notre côté, avoir toutes les infos pour arriver le jour J avec toutes les surprises, quoi. Et en termes de logistique, justement, comme maintenant tu es dans un team, j'imagine que c'est toute une charge mentale qui s'évacue pour toi, tout ce qui est géré, en fait. Toi, tu t'occupes de quoi, clairement, et tu es fourni par l'équipe à quel niveau, et en termes de matériel, c'est quoi que tu gères et que tu laisses, par exemple, en gestion à l'équipe? Du coup, nous, en gros, ce qu'ils nous demandent, c'est juste d'aller nous entraîner. Le reste, c'est eux qui gèrent. Donc, en fait, notre sponsor principal, du coup, c'est WinSpace. Donc, c'est des vélos qui sont produits en Chine. Donc, on a vraiment de la chance d'avoir un sponsor de vélo parce que du coup, si on a un problème de matériel, ils vont tout de suite nous envoyer un vélo. On a des vélos à la maison et des vélos qui sont avec l'équipe. L'équipe, elle est basée proche de La Rochelle. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout l'acheminement de nos vélos. Moi, j'ai rien à faire. Je mets juste je monte dans l'avion et puis je pars avec mon sac à dos. Et quand j'arrive sur place, j'ai mes vélos qui sont bien entretenus par l'équipe. Donc voilà, à la maison, on n'a même pas besoin de laver notre vélo avant d'aller sur une course, quoi. Vraiment, on doit juste se préoccuper d'aller à l'entraînement. Tout le reste est pris en charge par l'équipe. C'est eux qui s'occupent de nos déplacements. Ils nous envoient nos billets d'avion. Et voilà, c'est le monde professionnel, quoi. Et c'est sûr que comparé au monde amateur, ça change beaucoup. Oui, j'imagine que c'est un réel soutien de taille, ne serait-ce que le matériel, mais aussi en termes de logistique, quoi. C'est vraiment un vrai plus pour performer et puis aussi se sentir entouré. Oui, c'est une charge mentale en moins et puis on est bien entouré. Et une petite question, à quoi ressemble l'ambiance à l'intérieur du peloton ? Plutôt électrique, plutôt calme. C'est très électrique, ça s'insulte en étranger. Il y a plein de langues étrangères, des fois on comprend même pas ce qu'on nous dit. Il y a beaucoup de tension, ça reste un sport qui est très dangereux, on le sent sur les routes. Donc au sein de nous, de l'équipe, ça se passe super bien, parce qu'on a une équipe plutôt française, avec 2 Chinoises, une Canadienne et 2 Polonaises. Donc voilà, c'est un petit mélange des cultures qui passe super bien. Et c'est toujours appréciable de rencontrer d'autres filles comme ça dans le monde. Et sinon, avec les autres équipes, ça reste courtois avant les courses, mais pendant la course, ça reste très tendu, ouais. Il y a des changements qui s'amorcent aujourd'hui dans le cyclisme professionnel, notamment en termes de règlement et puis de choses au niveau de la sécurité des cyclistes. Il y a eu beaucoup d'accidents très graves dans le peloton, surtout en début de saison qu'on a vu, et on voit aujourd'hui, parce qu'on va peut-être parler un petit peu du Tour de France, mais on voit qu'un Jonas Vingegaard, il arrive en méforme parce qu'il a fait une grosse blessure juste avant. Comment est-ce que tu vois ça de l'intérieur, toi ? Qu'est-ce qui est mis en place à ton niveau ? C'est sûr, déjà quand on voit des chutes comme ça fait peur en tant que cycliste, et même quand pour tous les spectateurs devant la télé, on n'a pas envie de voir des choses pareilles, ni de les vivre, encore moins. Après, ça reste compliqué à éviter. Au jour d'aujourd'hui, les vélos sont de plus en plus performants, le matériel en général, les coureurs vont beaucoup plus vite qu'avant, donc les chutes sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus graves en fait. Ils parlent d'enlever les oreillettes sur certaines courses. Ils pensent que les coureurs seraient peut-être un peu plus concentrés, focus. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, honnêtement. Moi, de mon côté, de mon point de vue, ça nous permet d'appréhender mieux, un changement de direction, un dos d'âne,
qu'on n'aurait pas vu parce que dans le peloton on voit rien clairement. Je suis pas sûre que ça change quelque chose. Je suis sceptique sur le sujet. On verra la saison prochaine. Voilà. Après, un Vingegaard, il arrive un peu peut-être un méforme, mais après il a fait le boulot de son côté. Et là, je pense qu'il pouvait rien faire contre Poggi, forme ou pas forme. Ouais, il y a pas de débat cette année. L'année dernière, il y avait plus de défis, c'était plus accroché. Là, on a du mal. Et toi, t'en penses quoi justement de ces perfs assez hallucinantes de Tadej Pogačar? Moi, j'ai envie d'y croire, honnêtement. Je fais du vélo, je sais qu'on a aussi beaucoup de contrôle. Je vais parler de dopage parce que aujourd'hui, même quand je vais m'entraîner, aujourd'hui, j'étais dans le col du Sapnay, j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Ah, mais il est dopé et tout ». Moi, j'ai envie de dire que non, en fait, j'ai envie d'y croire. Les performances, même si on va parler de ses watts, pour moi, ça reste humain, en fait. C'est un être humain comme tout le monde. Juste la seule différence avec lui, c'est qu'il arrive à être performance pendant 3 semaines sur le Tour de France. Il y en a qui vont chercher des étapes. Lui, il est juste au-dessus et voilà. Et tu vois pas de coup de pouce nulle part? Honnêtement, non. C'est bien, c'est optimiste. Il y a du dopage dans tous les sports, en fait. Oui, le cyclisme a été vraiment sali ces dernières années. Maintenant, ça évolue et on verra peut-être dans 7 ans. Peut-être qu'il y aura des trucs qui tomberont et il me fera mentir. Mais moi, je pense que voilà, il est honnête. Juste, il optimise peut-être un peu mieux que les autres certains détails. Et les étrangers sont en avance sur les Français, sur tous les points, sur le corps médical, et sans parler de dopage, en fait, déjà. Est-ce que tu penses que justement la récupération prend bien plus de place qu'avant et qu'il y a sûrement des techniques qu'ils ont adoptées qui font vraiment la différence, surtout dans 2 grosses écuries, on parle de UAE et Visma. Ouais. Tu penses que ça joue beaucoup? Les étrangers, ils sont en avance clairement sur nous, sur la récup, sur l'alimentation, sur tout, en fait. Nous, on vit dans les années 80 encore comparé à eux. Donc, déjà ça c'est un plus. Il n'y a pas que l'entraînement qui compte. Et eux, ils sont... même si là, vous allez me dire, oui, mais il y avait 3 minutes de différence dans le classement général. Ouais, mais 3 minutes sur 3 semaines, en fait, c'est... Et bien plus. C'est insignifiant. Mais alors moi je suis un peu révolté, j'ai pas eu le Tour de France où il y a eu un peu plus de challenge. Et je voulais un peu parler spécifiquement avec toi de certains watts, etc. Alors on a lors de la 20e étape, Poggi a développé 470 watts étalons sur 1 heure à 7% dans un col. Ouais. Après 5 heures d'étape, dans la 3e semaine du Tour de France. Et après avoir gagné le Giro un mois avant. Ouais. Est-ce que tu peux... t'es un peu plus calé que nous, forcément, donc est-ce que tu peux réagir à ce genre de perf? Elle y croit, elle t'a dit. Elle y croit, mais je voulais un peu rentrer dans les détails. Pour parler de watt kilo, il faudrait qu'on connaisse son poids exactement. Donc là, c'est 70. Ouais, il est sorti un peu partout. Il faudrait calculer combien ça fait de watts kilo déjà. Il suffit juste de diviser. Là, je vais pas le faire comme ça de tête. Mais après, derrière, ils sont à combien? Ils sont même pas à 2 minutes. Il n'y a pas un pourcentage. Non plus énorme. Hein. Moi. Tu y crois toujours? Moi, j'y crois. Ouais, j'y crois. Après, oui, ça, c'est des valeurs. On va pas se mentir qui sont énormes. Hein. On est sur de l'exceptionnel. Hein, on est sur de l'exceptionnel, mais. Ce qu'il a réalisé est exceptionnel. Donc, c'est sûr. De toute façon, il t'aurait pas mis plus de 2 minutes, toi, bah non. sur le parcours. On va peut-être clôturer la page cyclisme. En effet, je vais terminer cette 2e partie d'émission en te remerciant, Julia, d'être venue à nos côtés pour mettre aujourd'hui le cyclisme féminin, le cyclisme général et puis le cyclisme sur route en lumière. Voilà, nous te souhaitons plein de réussite dans la suite de tes projets d'études, mais aussi professionnels. Et puis nous allons terminer cette émission comme d'habitude avec les chroniques de Justine, avec notamment donc les Jeux Olympiques de Paris qui approchent à grands pas. Justine n'étant pas présente aujourd'hui, elle nous a laissé un petit message et donc elle va elle va nous introduire tout ça. Voilà, nous introduire tout ça et puis ensuite Adrien et Idriss apporteront également leur expertise à ce sujet. Et c'est avec grand plaisir que je lance cette dernière chronique de la saison. Je suis ravie de pouvoir être un petit peu avec vous tous.
Et aujourd'hui, on va parler d'une grosse actualité, les Jeux Olympiques. Il y a pas mal d'athlètes de la région, qu'ils soient savoyards ou savoyards, on en compte 12. 12 personnes qui font la fierté de notre région et que l'on va bien évidemment suivre tout au long de ces Jeux. Parmi les savoyards, on pourra retrouver Raphaël van Dammers, qui a seulement 17 ans, mais aussi Johan Endoy Brouard et Marie Vatel en natation, mais également bien sûr l'Annécienne championne de France de cross-country cette année, Loana Lecomte en VTT, Marie-Ève Paget en basket 3x3, Jules Bouillet en plongeon, mais encore l'actuelle détentrice du record de France, Alexandra Tavernier en lancer de marteau, Amélie Cordeau en tir à l'arc et bien sûr Mackenson Gletti en athlétisme, qui nous promet de belles performances si on se tient à ce qu'on a pu voir lors des championnats d'Europe. Du côté des Savoyards, on pourra peut-être compter sur la présence de Manon Trapp en athlétisme, puisqu'elle est remplaçante, et nous serons assurés de voir Emma Lombardi en triathlon, ainsi que Paul Jeft, dont on parlait il y a un mois en escalade combinée. Ça promet du beau monde à Paris et surtout de superbes performances en espérant remporter quelques médailles. Et Radio Grand Lac sera bien sûr derrière les athlètes de sa région. Et moi, je vous souhaite un bel été et je vous retrouve à la rentrée pour continuer d'évoquer les actualités sportives de la région. Et maintenant, je vais laisser la main à Driss et Adrien pour parler plus amplement des Jeux Olympiques. Je remercie en tout cas Justine pour cette belle entrée en matière sur les Jeux Olympiques. Merci d'avoir fait l'effort de nous donner son petit message. Elle qui peut pas être présente ce soir malheureusement, mais de tout cœur avec nous. Elle a passé une belle saison et on la remercie d'avoir fait cet effort-là. Et je pense que l'Adrice, on est bien parti en tout cas pour parler JO. Si je peux juste commencer par, elle parlait de Paul Jeft. Personnellement, moi je l'ai connu au lycée, donc c'est assez cocasse. Être en classe avec lui comme ça, je le voyais qui quittait parfois pendant des semaines l'école pour aller faire des compètes à l'étranger, et comme quoi le travail paie. Aujourd'hui il est au JO et je pourrais dire que je l'ai croisé en cours d'allemand, donc pour le coup c'est pas mal. Tu l'as pas suivi parce que t'as fait les croisés, non? Ouais, non, mais moi je suis resté au tennis, moi. Peut-être pour commencer, on peut parler un petit peu de la cérémonie d'ouverture qui a lieu demain. Comme tu me le disais tout à l'heure en off, c'est vrai qu'ils ont déjà fait des premières répétitions sur la Tour Eiffel, notamment pour les Jeux de lumière. Dis-nous un peu ce que tu en as pensé. J'ai trouvé ça magnifique. Je pense que ça va vraiment être un spectacle sublime. Ça a été travaillé depuis des années, donc j'imagine qu'ils sont au point. On va avoir aussi une bulle autour de Paris pour au niveau de la sécurité, donc ça va engager énormément de monde, mais on s'attend à un show magnifique et j'espère que ça va lancer les JO de la meilleure des manières. On a vu déjà des sports qui ont commencé, je pense au rugby à 7 et au football, mais on aura le temps d'en reparler. Exactement. Écoute, si je peux encore une fois en parler un petit peu de l'expérience pro, hier soir, après le match des Bleus et cette victoire 3-0 de l'équipe de France, je suis tombé en fait sur le documentaire sur France 2 sur la préparation de cette cérémonie d'ouverture. C'est titanesque, hein. C'est vraiment exceptionnel ce qui nous prépare. Ça va être historique par rapport déjà à toutes les cérémonies d'ouverture des précédents JO qui se passaient dans des stades. Là, on sort du stade et on est sur la scène. C'est un truc qui est quand même assez exceptionnel. Ils ont pris le risque et ils ont la belle idée de faire ça. Ça engage clairement du risque parce que tu sors ta zone de confort. T'avais le stade de Saint-Denis qui était propice à ce genre d'événement, mais c'est un beau risque. C'est le plus bel endroit de la planète, donc forcément il fallait tenter quelque chose. Et je pense que la Seine et en bas de la Tour Eiffel, c'est clairement le plus bel endroit. On n'est pas chauvin quand on dit ça. C'est vraiment magnifique. Non, ça va être un truc de fou. Les gradins sur les bords de Seine, les dispositifs et toutes les études qui ont été mises en place en fait pour respecter ne serait-ce que les quais de Seine, les monuments, les ponts, toutes ces parties historiques de Paris qui devaient, on va dire, supporter tout ce dispositif-là. Ça a été un travail de fou de la part des organisateurs et de Tony Estanguet pour préparer tout ça. Et donc, on a hâte de retrouver nos athlètes, en tout cas pour cette parade et cette cérémonie d'ouverture, qui d'ailleurs, certains pourront pas participer. C'est une info qui est tombée il y a pas très longtemps. Comme certains entament leur JO le lendemain, je pense notamment au tennisman français Hugo Humbert, à l'équipe de rugby à 7, on pourra pas les retrouver sur la parade malheureusement. Ils ont fait le choix pour se préserver parce que ça va demander en fait quand même quelques heures, même pas mal d'heures debout pour participer à cette parade, et ça risque d'entamer leur physique avant le début de la compétition. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est sûrement la décision de la raison malgré le fait qu'ils vont rater quelque chose d'assez unique. Alors moi j'aurais été
sportif professionnel, enfin je le suis pas, mais franchement j'y serais allé parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça allait être un événement incroyable. C'est sûrement, on va sûrement le vivre une fois dans notre vie des JO à Paris. Surtout, comme on l'a dit, ce n'est pas dans un stade, c'est en pleine ville. Donc c'est dommage, mais je pense qu'ils ont aussi des beaux objectifs. C'est à la maison, il va falloir clairement faire de leur mieux pour rendre les fans français fiers. Et puis t'as des belles occasions, comme t'as dit tout à l'heure. On a des grands tennisman qui vont se rencontrer tôt dans le circuit, donc il y aura une carte à jouer pour nos Français. Exactement. Tu me lances sur le tennis, je vais pas manquer le coup. Je me permets de placer le fait que sur cette édition des JO de Paris, on se retrouve évidemment à Roland-Garros. Où est-ce que vous vouliez qu'on se mette à part sur les terres battues de Roland-Garros? J'ai envie de vous dire, c'est absolument magnifique de pouvoir participer à ces JO dans ces terrains assez uniques. Et l'info qui est tombée aujourd'hui, c'est le tirage au sort des tableaux et le potentiel deuxième tour avec un Rafael Nadal face à Novak Djokovic. La dernière danse peut-être pour les deux légendes, et ça c'est assez incroyable. Ah, c'est fou, c'est sûrement leurs 2 derniers JO dans leur carrière. On sait que Djokovic était passé pas loin d'un titre. Nadal l'a eu, il me semble, en simple. Là, il sera du coup qualifié pour les 2. Nadal jouera le double avec Alcaraz, donc clairement des chances de médaille pour eux. On espère que leur physique les trahira pas, parce qu'on a vu ces dernières années que les deux ont eu pas mal de blessures. Mais ces 2 gros compétiteurs, ils vont s'affronter très tôt. On sait que Nadal, il est pas au meilleur de sa forme au niveau de sa carrière, tout simplement. Donc voilà, on s'attend à tout, parce que c'est 2 grandes légendes, et surtout ce sera au JO de Paris et sur notre terre battue, donc ultra content. Ouais, Novak Djokovic, je suis plus sûr physiquement, Nadal à la maison. Ça peut vraiment tout donner ce match. Je vous invite à le regarder, en tout cas. Ça sera dans les jours qui viennent. Et puis toi, tu voulais surtout parler un petit peu de football, parce qu'il y avait des questions autour de la discipline. Et après, on a aussi vu du beau jeu avec l'équipe de France. Alors oui, hier ils se sont imposés 3-0 au stade du Vélodrome, pardon. Mais quelques jours avant, on a eu la déclaration de Platini, qui est une légende que je respecte énormément du football français, qui a déclaré qu'il ne raterait pas le tournoi des JO, dû peut-être au fait que les équipes ne sont pas forcément complètes, ou car on a vu que c'était pas des compétitions en dehors du calendrier FIFA, donc forcément les clubs ne mettent pas à disposition certains joueurs. On l'a vu Kefren Turam par exemple retourner à la Juventus. Mais je suis un peu déçu de cette déclaration. Hier l'équipe de France de football des JO a clairement rempli le stade de Vélodrome, et même si ça arrive souvent, il faut le remplir. Donc pour moi ça amène pas mal de personnes. Je trouve que cette année on en parle beaucoup, donc on aura pas mal de monde dans les terrains. On a même vu Geoffroy Guichard hier plein, pour malgré tout une petite comment on pourrait dire ça, tu parles de Maroc-Argentine? Oui, il y a eu une petite petit scandale, faille, on va dire, malheureusement. Mais le foot attire tout le temps, et je pense qu'il a clairement sa page au JO, malgré que il n'y a pas forcément le niveau attendu ou maximal. Mais ça reste quand même une compétition que je vais regarder personnellement, et qui m'inspire, parce que c'est du foot et il y aura toujours de la compétitivité. Exactement. Non, on n'a pas les plus grands joueurs, mais c'est pas bien grave. Effectivement, tu dis qu'on en parle beaucoup. C'est en France, après tout. Moi, j'aimerais qu'on termine quand même avec un petit mot sur qu'est-ce que pour toi ça représente ces JO en France. Qu'est-ce que t'en attends personnellement? Personnellement, ça aurait été un rêve d'y participer en tant qu'athlète. On a vu ces derniers temps que pas mal de sportifs français étaient voulaient participer. On passe à Kylian Mbappé qui a absolument le faire. Malheureusement, il a changé de club et il n'a pas été mis à disposition par son club. Mais ça montre que les plus grands athlètes français veulent y participer, veulent marquer leur histoire en 2024 à Paris. C'est très important pour eux, et malheureusement c'est pas tout le temps le cas. Et on a pratiquement dans toutes les disciplines des chances de médailles, donc c'est plutôt cool, et j'espère que on y gardera une bonne image malgré tous les débats qu'il y a eu auparavant. Mais au niveau des sportifs, j'en doute pas qu'ils vont donner leur maximum pour nous décrocher plein de médailles, et pourquoi pas créer une surprise, un record, des titres olympiques que nous on veut. On allait en marchant, en natation, je vais pas tous les énumérer, mais on a vraiment des chances de médailles incroyables, et bientôt Julia Aubry peut-être dans les prochaines années à Los Angeles, pourquoi pas.
Eh ben oui, pourquoi pas, on la retrouvera sûrement. Non, mais c'est vrai qu'on a de belles promesses à suivre. Un objectif de 50 médailles qui a été fixé pour la France. On C'est espère 10 en de tout. plus que les derniers JO, donc Ouais, c'est quand c'est même ça. pas mal. Exactement. Et puis essayer de battre le record de 13 médailles d'or qu'on avait réussi à obtenir. Il me semble que c'était à Los Angeles. Athènes. Ah Ouais. non, moi, Ouais. c'était le dernier du XXe siècle. Donc 96, peut-être. ouais. Oui, voilà, 96, exactement, merci. Donc voilà, et ben écoute, ouais, je pense qu'on va avoir de superbes JO. Hâte de suivre ça, et on vous incite, en tout cas, on vous exhorte à suivre avec assiduité ces belles compétitions et ces beaux exploits. Rappelons que les JO paralympiques suivront. Du coup, on aura C'est vraiment sûr. un mois de compétition intense. Donc, profitez-en. Malheureusement, je pense que pour les places, c'est un peu compliqué maintenant à cette heure-ci. Mais on aura tous les sports médiatisés. Donc, profitez-en. C'est sûrement une fois dans nos vies qu'on aura les JO à Paris. Pas en France parce qu'on a déjà eu l'accord pour 2030. Donc, on est ravis. Et voilà. Le sport Exactement. français est à l'optimisme. Exactement, pour l'hiver, on les réservera dans le coin. Et ben voilà, on peut clôturer cette page JO comme ça. Super, un grand merci d'avoir apporté votre expertise, Adrien et Idriss. Voilà, c'était vraiment un réel plaisir. Vous allez suivre ça de près, j'imagine. Ah bah bien sûr. Oui, oui. À fond, à fond. À fond. Et ben voilà, il est l'heure pour nous de clôturer cette dernière de la saison. Voilà, c'est aussi le moment de prendre le temps de remercier chacun d'entre vous sur le plateau. Je pense à bien sûr Adrien. Voilà, c'était ta dernière aujourd'hui. Ma dernière de la saison et ma dernière tout court. Je suis bien content en tout cas d'avoir pu partager cette aventure avec vous cette saison, et puis même depuis 2 ans et demi bientôt que je suis sur Radio Grand Lac. Donc ça fait un petit quelque chose. C'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de bons moments, et c'est surtout une grande opportunité et une grande chance que j'ai pu avoir en rejoignant cette équipe. Tout d'abord pour l'émission qu'on faisait avec l'INSEC, l'Intégral Jeune, en 2021 à l'époque, et puis depuis 9-2 Imparté avec Julien Vosna, Pablo et toute l'équipe. Non, franchement très content de ce parcours-là. Ça va me manquer l'année prochaine de plus pouvoir faire de la radio, mais je m'y dirige, j'espère, dans l'avenir, et j'espère pouvoir en tout cas participer encore une fois et revenir peut-être pour quelques émissions à l'avenir. Génial. Et ben on t'attend avec grand plaisir. Et je voulais juste aussi te remercier, parce que c'est aussi grâce à toi que je suis venu ici, que tu m'as encouragé à venir. Ça m'a permis aussi d'engranger pas mal d'expérience, et j'ai beaucoup appris grâce à toi, donc je te remercie et bonne continuation. Merci, j'ai fait le bon choix, je suis tombé sur de super personnes, donc merci d'avoir partagé l'antenne avec moi les gars, merci beaucoup. Ouais, non, grand merci. C'est vrai que voilà, je pense que tu nous as vraiment apporté beaucoup d'expérience, d'expertise. Voilà, vraiment. Merci. Tout de bon pour la suite. Je Merci, vais également c'est gentil. prendre le temps de remercier en régie Sandra, Jean-Pierre, qui font beaucoup, qui œuvrent chaque jour sur le plateau ou dans les coulisses. Voilà, de manière générale, donc pour Radio Grand Lac. Merci, Tom. Et puis également donc Justine, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui fait. Justine et puis Lolo aussi. Et Laurine également. Lolo qui Laurine. aime. Parce Tout à que fait. alors, j'ai la chance d'avoir à côté de moi ma complice amie Sandra. Donc, je suis sûr qu'on va dire un petit mot quand même pour remercier Adrien, qui est là depuis 2021, dis donc, avec Intégral Jeune. On pense bien sûr à l'INSEC, à Bernard Portugal, à Julien, à Pablo. Tu as été un digne successeur de toutes ces personnes. C'est vrai que ce soir, on a un petit pincement au cœur à te voir partir. On n'y pensait pas quand tu nous l'as dit, si, je vais partir. J'arrête Radio Grand Lac, mais pour un projet qui est bien. Sur le coup, avec Sandra, on s'est dit, non, c'est pas possible, il peut pas nous faire ça, il est tellement bon. Et puis si, c'est ta dernière. Alors, ce soir, tu as avec toi tes parents, ta famille, qui sont venus, tes amis. Donc, on les embrasse toutes et tous. Et puis, on les remercie d'être là. Puis, je vais laisser le mot de la fin, quand même, à celle qui est peut-être encore plus triste que moi de devoir partir, parce qu'elle aime pas voir partir les jeunes hommes ici. C'est Sandra qui va dire un petit mot. Continue le taquin JP, toi t'es vraiment... mais t'es épouvantable de nous faire ce coup-là. Oui, écoute, moi Adrien, je suis fière de tout ce parcours que t'as effectué, parce que c'est vrai qu'on t'a vu commencer, on t'a vu ne pas être forcément à l'aise, et puis aujourd'hui, écoute, c'est une transmission que tu fais qui est importante et qui est bien faite.
Donc, à ce titre, un grand bravo. Merci d'avoir été aussi longtemps sur les ondes de Radio Grand Lac. Et oui, moi aussi, j'ai un petit pincement au cœur. Je suis un petit peu tout émue, voilà, de te laisser partir. Mais je sais que tu seras toujours le bienvenu à l'antenne de Radio Grand Lac. Et en tout cas, merci pour toute cette énergie que tu as apporté, et puis je suis ravie que tu quittes entre guillemets en passant le relais à un Driss qui aujourd'hui a toute sa place vraiment dans cette émission de sport incroyable 9-2-1 Partez. Et puis toi Thomas qui va reprendre de flambeau la relève à partir de la rentrée, puisque comme vous l'avez si bien dit, il y a la trêve et la pause estivale. Donc encore bravo, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et puis merci au public venu nombreux dans les studios de Radio Grand Lac. Merci Sandra. Voilà les amis, on se retrouve donc à la rentrée le jeudi 5 septembre, même heure, même endroit pour la première de la saison. Et en attendant, nous vous souhaitons un très bel été. Voilà, passez également de très belles fêtes estivales. Et puis on se retrouve donc à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.